Bienvenue, la grande édition en direct sur i24 News, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. La guerre qui attend, un feu vert, une étincelle. Le Pentagone temporise en écartant une frappe imminente contre l'Iran, mais la machine est toujours lancée. Missile Patriot, THAAD, destroyer antimissile. Washington verrouille le ciel du Moyen-Orient. Derrière ce DD assumé, deux hypothèses principales. Besoin de renforcer les capacités de défense ou le coup de poker en optimisant l'effet de surprise. À Jérusalem, on semble jouer le jeu de l'incertitude. Le chef d'état-major de Tsahal s'est rendu à Washington avant-hier. Hésitation ou commedia dell'arte, nos experts nous livreront leurs sentiments. Autre signal du moment à Gaza, la réouverture du passage de Rafah. Aujourd'hui, des tests techniques avant un transit des personnes dès demain. C'est la porte de l'Égypte qui s'en trouve donc à nouveau pour le Hamas, provoquant de nombreuses critiques de l'opposition israélienne. En parallèle, Tsahal a détruit un énième tunnel terroriste à Khan Younes. Il était rempli d'armes et d'explosifs. Comment envisager dans de telles conditions une avancée vers des lendemains de paix et de stabilité ? Et puis l'antisémitisme est une actualité toujours aussi lourde en Europe. Qui a osé vandaliser une école primaire juive dans le 20e arrondissement de Paris ? Peu de détails encore pour l'heure. Nous reviendrons également tout à l'heure sur le choix de la prestigieuse Encyclopædia Britannica au Royaume-Uni de rayer la mention Israël de ses programmes pour enfants au profit du terme Palestine. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La patience des Iraniens mise décidément à rude épreuve, celle de l'ensemble du Moyen-Orient. Les tout autant, Donald Trump souffle le chaud et le froid. Pression militaire maximale, diplomatie du canon et négociations secrètes dont on peine toujours à saisir l'enjeu et la pertinence. On va donc une fois encore tenter d'interpréter ces signaux brouillés de part et d'autre et qui poussent Téhéran à aiguiser ses menaces. Où en sommes-nous ce soir, Chani Guidalia ? Téhéran durcit le ton. Le guide suprême iranien a qualifié les récentes manifestations de coup d'État et mis en garde contre le risque d'une guerre régionale, alors que Washington agite la menace d'une intervention militaire après la répression du mouvement de contestation. Les Américains nous ont menacés à maintes reprises par le passé, affirmé que toutes les options sont sur la table, y compris celle de la guerre. Ils ont toujours tenu ces propos. Trump dit régulièrement qu'il a amené des navires. La nation iranienne ne doit pas être effrayée par ces menaces. Les Américains doivent savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci, ce sera une guerre régionale. Un discours qui contraste avec celui du président iranien. Massoud Pezeshkian dit vouloir privilégier la voie diplomatique. Un autre haut responsable évoque même des progrès en vue de négociations avec Washington. La République islamique d'Iran n'a jamais recherché et ne recherche en aucun cas la guerre. Et elle est profondément convaincue qu'une guerre ne serait dans l'intérêt ni de l'Iran, ni des États-Unis, ni de la région. Pourtant, depuis le début de la vague de manifestations qui a fait des milliers de morts, Donald Trump entretient la pression. Les États-Unis ont renforcé leur dispositif militaire tout en maintenant une porte entrouverte vers la diplomatie. Malgré les craintes liées à une éventuelle action militaire américaine, Donald Trump a refusé de dire s'il avait pris une décision à ce sujet. Nous avons de très grands navires, très puissants, qui se dirigent vers cette zone, comme vous le savez. Je ne peux pas vous en dire plus. J'espère toutefois qu'ils accepteront de négocier quelque chose d'acceptable. Si un accord peut être négocié tout en garantissant l'absence d'armes nucléaires, alors ils devraient le faire. Mais je ne sais pas s'ils le feront. En revanche, ils discutent sérieusement avec nous. Dans le cadre du renforcement de la coordination sécuritaire entre Jérusalem et Washington, le chef d'état-major Eyal Zamir s'est entretenu avec les Américains ce week-end en prévision d'une éventuelle attaque contre l'Iran. En Israël, la décision de Trump reste incertaine, mais les autorités continuent de se préparer à toute éventualité. La pression est aussi européenne. L'Union européenne a inscrit les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. En réponse, le Parlement iranien a qualifié dimanche les armées européennes de groupes terroristes. Les députés ont participé à la séance plénière vêtus d'uniformes des gardiens de la Révolution en scandant « Mort à l'Amérique, mort à Israël ». Enfin, nouvelle démonstration de force maritime. Alors que les États-Unis ont déployé une dizaine de navires dans le Golfe, dont le porte-avions Abraham Lincoln, l'Iran doit lancer ce dimanche un exercice naval dans le détroit d'Ormuz, axe stratégique du commerce énergétique mondial, que Téhéran menace de bloquer en cas d'attaque américaine. Eh bien, il y a quelques minutes à peine, Donald Trump a répondu à ces menaces de l'ayatollah iranien Ali Khamenei qui avait évoqué donc une possible guerre régionale en cas d'attaque américaine. Écoutez la réaction du chef de la Maison-Blanche. Pourquoi il ne dirait pas ça ? Bien sûr qu'il va parler d'une guerre régionale. Mais nous avons là-bas les navires les plus puissants du monde, tout près de chez eux. J'espère que nous parviendrons à un accord. Et si nous n'y arrivons pas,
Alors, on verra bien s'il avait raison. La réponse donc à l'instant de Donald Trump à sa manière. Voilà, ça ne s'arrête pas donc en termes d'activité. On le voit bien autour de l'Iran. Mathias Inbar qui nous a rejoint. Bonsoir, notre expert défense. D'abord, Mathias, avec vous l'information ce soir, c'est la réunion au sommet. Israël Katz, ministre de la Défense, et Al-Zamir, chef d'état-major, avec Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Oui, dans un premier temps, et Al-Zamir, le chef d'état-major israélien, qui a donc tenu informé son ministre de la Défense, Israël Katz, sur l'étendue de son voyage aux États-Unis et de sa rencontre notamment avec le chef d'état-major américain Thad Kane. Et ensuite, maintenant, au moment où on se parle, le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui reçoit le chef du Mossad, le chef d'état-major et le chef des renseignements militaires. Vous l'avez bien compris, avec bien évidemment le ministre de la Défense. À l'ordre du jour, Gaza, bien évidemment, mais surtout l'Iran et les dernières négociations, ou plus exactement discussions autour de l'Iran, entre la Maison-Blanche et Jérusalem. Effectivement. Alors, Donald Trump, c'est la question qu'on se pose, Mathias. Est-ce qu'il a trop attendu, en sachant que si les États-Unis n'attaquent pas, ça veut dire renforcement sans doute du régime iranien, et puis aussi des résultats quand même plus ou moins désastreux pour la contestation, parce que ça reste l'objectif quand même, c'est de donner un coup de pouce aux manifestants. Je vais le dire en anglais, if you want to shoot, shoot, don't talk. Si vous avez besoin de frapper, frappez et ne parlez pas. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que on a quand même l'impression, alors sans porter atteinte au crédit des négociations que veut apporter le président américain, qu'il s'agit d'un bis repetita, d'une sorte de bluff. Parce que souvenez-vous, en mai dernier, le président de la Maison-Blanche avait déclaré que je laisse la porte ouverte aux négociations, une dernière chance aux négociations. 3 semaines, il l'avait dit. 3 semaines, ouais. Juste après, il y avait eu cette opération israélienne. Là, il parle de négociations, et on sait que ces négociations portent sur le nucléaire. Or, jusqu'à preuve du contraire, David, corrigez-moi si je me trompe, ce qui est en train de se passer en Iran, c'est tout sauf le nucléaire. C'est une répression extrêmement violente des civils qui n'en peuvent plus et qui n'ont plus d'économie à cause du programme balistique, oui aussi, et nucléaire. Donc on négocie sur quoi du côté de la Maison-Blanche? Est-ce que, en résolvant le problème du nucléaire, est-ce que ça va calmer la rue iranienne? Non, la réponse est non. Donc, soit le président de la Maison-Blanche nous refait un bluff, soit il a une idée derrière la tête. Et pour Israël, on garde en tête que l'objectif, c'est le programme et les stocks de missiles balistiques de l'Iran. Ce sera la première cible, évidemment. Et c'est là-dessus que l'importance du renseignement, encore une fois, sera capitale. Les deux. Et le programme nucléaire sur le fait qu'il y a un stock toujours dont on ne sait pas où il a été bougé. Et également le fait que l'armée iranienne s'est développée, s'est modernisée. Ce n'est pas un secret. Depuis plusieurs mois, l'armée iranienne a acheté auprès des Russes, auprès surtout des Chinois, des systèmes de guerre électronique qui peuvent brouiller éventuellement des F-35. Ils ont également développé des missiles plus performants. Donc, leur tourne. Et leur tourne pas en faveur d'Israël. En tout cas, si Donald Trump avait décidé d'attaquer demain, il ne ferait pas autrement que de faire ce qu'il fait en ce moment, c'est-à-dire de dire on temporise pour effectivement gagner du temps, brouiller les pistes et éventuellement attaquer. Ça reste une option. J'ai envie de prendre des distances et des précautions justement avec cela, David, parce que personne, mais vraiment personne, je le répète, personne ne sait ce que Donald Trump veut faire. Ce qui est évident, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va devoir répondre aussi à l'opposition iranienne, puisqu'il leur a promis, ça c'était un fait, c'est factuel, il leur a promis l'aide est en route. Or, Lindsey Graham d'ailleurs vient de le répéter, qui étant proche de Donald Trump, l'aide est en route. Je le répète, si l'aide, c'est signer un deal sur le nucléaire qui apporterait peut-être de l'argent dans l'économie iranienne, ça ne résout pas le problème de la rue iranienne qui n'en peut plus des mollahs. Effectivement. Un mot aussi rapidement, Mathias, sur l'attitude des États du Golfe qui font tout pour rester en dehors un petit peu de l'équation. D'ailleurs, ils ont annoncé, que ce soit les Saoudiens ou les Émiratis, qu'ils n'accepteraient pas le survol de leur territoire. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette attitude en ce moment, également de leur part? C'est une façon de dire que nous faisons encore des affaires. Et c'est ça. Aujourd'hui, en fait, Donald Trump a imposé une nouvelle réelle politique. On n'est plus dans des valeurs communes, mais dans des intérêts communs. C'est-à-dire que des États, par exemple l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, savent que l'ennemi chiite est le vrai ennemi. Mais en même temps, on fait affaire avec l'Iran parce qu'il y a une manne financière à prévoir dans le futur. Et donc, on préfère peut-être mettre la pression sur le président américain afin que, justement, il n'y ait pas de guerre pour continuer à faire affaire avec
l'Iran, de même que la Turquie. La Turquie qui, normalement, sur le papier, sur la table, n'est pas l'ami des Iraniens, et pour autant, il y a des intérêts communs entre les deux. Effectivement, en tout cas, ce sera difficile pour ces pays du Golfe d'éviter d'être impliqués dans cette guerre si elle a lieu. Merci beaucoup, Mathias Inbar, pour cette analyse. Alors justement, la préparation au scénario d'une guerre régionale, elle implique pour les États-Unis de renforcer les défenses de ses principaux alliés. Dans le viseur des Iraniens, évidemment, Israël, qui s'apprête à bénéficier de nouvelles livraisons de matériel made in USA à hauteur de plus de 6,5 milliards de dollars, 9 milliards pour les Saoudiens, des décisions pour lesquelles la Maison-Blanche a contourné une fois de plus le Congrès américain. Chani Guidalia. Washington réarme ses alliés. Les États-Unis valident 2 ventes d'armes majeures au Moyen-Orient, 6,67 milliards de dollars pour Israël et 9 milliards pour l'Arabie saoudite. Côté israélien, le cœur du deal, ce sont 30 hélicoptères d'attaque Apache équipés de lance-roquettes et de systèmes de ciblage avancés. Montant annoncé, 3,8 milliards de dollars. Deuxième volet majeur, 3250 véhicules tactiques légers qui serviront à transporter le personnel et le matériel logistique pour près de 2 milliards de dollars. Ces ventes arrivent au moment où Donald Trump pousse son plan de cessez-le-feu à Gaza. Malgré le retour de tous les otages et la réouverture ce dimanche du passage de Rafah, la suite s'annonce lourde. Supervision internationale, garantie sécuritaire et surtout la question du désarmement du Hamas. À Jérusalem, Netanyahou insiste. Développer une industrie d'armement plus autonome pour moins dépendre de l'aide américaine à moyen terme, tout en discutant en parallèle d'un nouvel accord de sécurité sur 10 ans avec Washington. Toutes ces ventes renforceront la capacité d'Israël à faire face aux menaces actuelles et futures en améliorant sa capacité à défendre les frontières, les infrastructures vitales et les centres de population. Les États-Unis sont attachés à la sécurité d'Israël et il est vital pour les intérêts nationaux américains d'aider Israël à développer et à maintenir une capacité d'autodéfense forte et opérationnelle. Côté saoudien, l'annonce porte sur 730 missiles patriotes et équipements associés. Pour Washington, c'est un renforcement de la défense aérienne régionale et du rôle d'un allié majeur non membre de l'OTAN. Le deal est dévoilé après une séquence diplomatique. Le ministre saoudien de la Défense, Khalid bin Salman, a rencontré des responsables américains, dont Marco Rubio et Pete Hegseth. On en vient. L'autre front, Gaza, une journée marquée, on le disait, par plusieurs temps forts. D'abord, la réouverture du passage de Rafah et puis ces tunnels terroristes sans fin détruits. Toujours par Tzahal, notre envoyé spécial est en direct du sud d'Israël. Bonsoir Stéphane Goldin. Alors Stéphane, d'abord Rafah, c'est une réouverture qui se fera en 2 temps, aujourd'hui et puis demain encore. Effectivement, David, bonsoir. Il y a eu ce débat qui a eu lieu la semaine dernière dans la réunion du cabinet du gouvernement israélien qui a donné la possibilité et qui a donné l'autorisation de réouvrir le passage de Rafah. Alors ce passage qui se situe entre l'Égypte et le territoire de Gaza avait été fermé dès le 7 octobre, dès ce samedi noir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il a été réouvert. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de pression internationale pour réouvrir ce passage. Donc c'est vrai que tout le monde attendait évidemment le retour du dernier otage. Et donc, dès que la dépouille de Ranvili a pu revenir sur le territoire israélien, il y a eu un feu vert. Toujours est-il que beaucoup de questions se posent. Alors, c'est vrai que normalement, dans la logique des choses, 150 personnes devraient passer entre Gaza et l'Égypte ou entre l'Égypte et Gaza. Alors, tout ça sera contrôlé par les forces égyptiennes, par aussi un contrôle de l'Union européenne et par évidemment Israël qui recevra 24 heures à l'avance la liste des personnes qui devront rentrer ou qui devront sortir du territoire de Gaza ou sur le territoire de Gaza. Toujours est-il qu'il y a énormément de questions qui se posent sur la question de la sécurité. Alors parce que c'est vrai que pour le moment, il y a toujours ce Hamas qui est très présent, qui n'est pas démilitarisé et qui veut toujours avoir une main sur la bande de Gaza. Et donc toute la question est de savoir est-ce qu'à moyen ou à long terme, on ne va pas se retrouver, encore une fois, avec un passage ouvert entre l'Égypte et Gaza, où il y aurait un acheminement de matériel qui pourrait être néfaste, je dirais, négatif à la population du sud d'Israël. C'est toute une question qui se pose. Il va falloir verrouiller, je dirais, de tous les côtés pour qu'il y ait, franchement, que ce passage ne puisse pas être un panier percé qui puisse mettre en danger la sécurité des citoyens israéliens. Toujours est-il qu'il y a une forte pression pour arriver à cette phase 2 et aujourd'hui, on y est. Effectivement, en tout cas, ça ressemble à une marche arrière du côté de Rafah. Stéphane, toujours ces frappes aussi de l'armée israélienne face aux violations, évidemment, de l'accord par les groupes terroristes à Gaza.
Oui, il y a eu continuellement des violations, et ça depuis, je dirais, la signature de cet accord le 9 octobre dernier. Encore d'ailleurs aujourd'hui, il y a eu des tunnels qui ont été détruits. Mais au-delà de ça, hier, il y a eu l'intervention des forces israéliennes. Il y a eu à peu près plus ou moins 28 personnes terroristes qui ont été tuées dans les frappes israéliennes. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, les terroristes du Hamas étaient rapprochés de la ligne jaune, étaient sortis d'un tunnel, encore une fois, pour rentrer en guerre contre les forces de Tsahal qui restent sur cette ligne jaune, qui ne la dépassent pas. Et donc, on voit très bien, encore une fois, que le Hamas ne veut pas de cet accord de paix. Le Hamas veut maintenir cette forme de guérilla avec l'Israël, et Israël est obligé de riposter et donc d'éliminer ces terroristes du Hamas. Merci beaucoup. Stéphane Goldin, en direct ce soir du sud d'Israël, tout près de la bordure avec la bande de Gaza. On interroge ce soir également un expert, c'est le docteur Harel Horev. Bonsoir à vous et merci, chercheur principal au centre Moshe Dayan, Université de Tel Aviv. Alors, réouverture, c'est ça, du passage de Rafah. Est-ce que d'abord ça vous surprend ? Est-ce que vous pensez qu'Israël est peut-être en train de faire une erreur ? Non, je ne pense pas qu'Israël commette une erreur. Israël a intérêt à ce que le passage de Rafah soit ouvert, mais dans une seule direction, celui qui permet aux Gazaouis de sortir s'ils le souhaitent. Et Israël le dit de manière très claire. Les Égyptiens ne sont pas intéressés à cela. Et donc, c'est un débat important sur le nombre de personnes qui pourront sortir. De ce que nous savons des agences de presse, actuellement, 50 ont le droit d'entrer à Gaza et 150 ont le droit de sortir de Gaza. Donc, c'est un bilan négatif pour Israël, si vous voulez le dire comme ça. Et en fin de compte, c'est quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord. Lorsque le dernier otage rentre, le passage sera ouvert. Ça n'est pas une grande affaire en particulier. Et Israël y a des intérêts, je pense. Et actuellement, il semble que c'est en faveur d'Israël. Les vraies questions se posent ailleurs complètement. D'abord et avant tout, le démantèlement et le désarmement du Hamas. Alors c'est ça, vous pensez que ça ne va pas compromettre cet objectif du désarmement du Hamas et ça va rester à sens unique, c'est-à-dire de Gaza vers l'Égypte ? Non, ça n'est pas à sens unique, mais l'équilibre est tel que pour 50 Gazaouis qui sortent vers l'Égypte et 150 ont le droit de... 50 qui rentrent d'Égypte vers Gaza, 150 peuvent sortir. Donc, il y en a plus qui veulent sortir. Il y en a énormément qui veulent sortir. Il faut bien vous souvenir que tous les sondages montrent que la moitié de la population de Gaza souhaite partir. Est-ce que ça aura lieu ? J'en ai beaucoup de doutes à cause du rythme de sortie par jour. Vous comprenez bien que 150, c'est une goutte dans l'océan, c'est rien du tout, c'est pas suffisant. Et 50 qui entrent, ça n'est pas quelque chose qui remet en cause les bases de la bande de Gaza. Donc les choses sont là dans les accords, dans les grands accords. C'est là les choses sérieuses qui sont en fait le poids véritable et ce qui empêche d'avancer vers toute autre étape de Trump, la déradicalisation, le démantèlement des tunnels et tout cela en fait. Alors justement, pour parvenir à ces objectifs, comment est-ce qu'il faut faire ? Par où ça commence d'après vous ? Cela commence par le fait que, vous savez, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le Hamas contrôle le terrain. Et même le gouvernement des technocrates qui a été nommé, le responsable de la sécurité dans ce gouvernement, Sami Nisman, il s'appelle, de l'autorité palestinienne, ne se permet pas d'être à Gaza parce qu'il a peur du Hamas. Pourquoi ? Parce qu'il a été jugé en son absence à un emprisonnement prolongé par le Hamas. Il a donc peur de venir s'asseoir pour gérer et mener ses fonctions responsables de la sécurité dans la bande de Gaza. Pourquoi ? Parce qu'il comprend très bien que les vrais chefs, c'est le Hamas et que ce n'est qu'une métaphore et un exemple de la situation aujourd'hui. Tant que le Hamas est armé sur le terrain, tant que le Hamas préserve son cadre militaire, son contrôle des systèmes civils, des institutions, des mairies, il n'y a aucune chance d'avancer vers quoi que ce soit d'autre et certainement pas la déradicalisation qui est le processus le plus important ici parce que pour déraciner le djihadisme de la tête des Gazaouis, cela prendra des années de déradicalisation. Cela n'arrivera pas si le Hamas
reste sur le terrain et contrôle tout ce qui se passe au niveau militaire. Ouais. Un dernier mot justement très rapide sur ça, parce qu'on sait que c'est un petit peu secondaire sur le terrain, mais est-ce que cette réouverture de Rafah, ce sera interprété politiquement comme une victoire de la part du Hamas ? Je n'en suis pas sûr. Ça n'est pas quelque chose de si important aujourd'hui de leur point de vue. Je pense qu'ils regardent vers l'avenir. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir ce qu'ils pourront faire pour exploiter pratiquement et peut-être de manière secrète l'ouverture du passage. Est-ce qu'ils vont l'utiliser pour faire entrer des terroristes, des gens que nous ne connaissons pas, faire passer du renseignement, de l'argent, toutes sortes de choses qu'ils risquent en fin de compte d'œuvrer contre l'intérêt israélien. Donc plus au niveau secret et beaucoup moins au niveau déclaratoire du Hamas qui diront on a gagné, c'est pas ça. Effectivement, les enjeux sont ailleurs. Merci beaucoup à vous, docteur Aren Khorey, d'avoir répondu à nos questions avec la traduction de Gisèle Abazon. En marge des développements à Gaza, on va revenir sur cette affaire. À Lyon, le choix du maire de la ville d'accorder le titre de citoyen d'honneur à un certain Oussam Abou Safia, présenté comme un docteur palestinien. Après vérification, il s'agirait d'un docteur au profil, disons, particulier. Avec nous, Vincent Cheba, ce soir. Bonsoir et merci à vous, analyste senior chez NGO Bonsoir. Monitor. Alors, vous avez fait vos recherches. Racontez-nous d'abord ce que vous avez trouvé, le résultat concernant cet individu. Alors, simplement, quand on fait une recherche Google Oussam Abou Safia, on voit immédiatement donc que cette personne a, on peut dire, une double personnalité en étant docteur et directeur d'un hôpital à Gaza. Et puis, selon certaines sources, il serait donc un colonel. Et donc, on voit ça, par exemple, sur le site donc des services médicaux militaires de Gaza. Donc, j'ai fait une petite recherche à partir de ça sur ce thème, donc les services médicaux militaires de Gaza. Je suis rentré sur le compte Facebook et au bout de 2 heures de recherche, je suis tombé donc sur cette photo datant de 2016 où on voit donc Oussam Abou Safia dans un uniforme avec donc un grade sur ses épaulettes, le grade de colonel. Et donc, effectivement, là, on va dire, avec preuve à l'appui, image à l'appui, donc confirmation que ce docteur n'est pas qu'un simple docteur, il n'est pas qu'un simple directeur d'hôpital, mais bien un haut gradé à Gaza. Ouais. Alors, ce genre de profil, justement, on sait que c'est courant, plus ou moins courant à Gaza, c'est-à-dire que c'est difficile d'avoir un poste important sans être membre du Hamas. C'est ce qu'il faut se dire aussi concernant cet individu. Aussi, tout à fait. Mais encore une fois, lorsque, par exemple, cet individu a donc été arrêté l'année dernière par Israël, la communauté des ONG dans le monde et aussi les politiques, en particulier d'extrême gauche, ont commencé à faire une campagne accusant Israël donc d'arrêter un docteur qui serait innocent, une sorte de saint, et vraiment une campagne assez poussée, et sans vraiment vérifier qui était cette personne. Et donc, c'est aussi le but de ma recherche, c'était donc d'essayer de contrer le narratif de ces ONG, de ces personnes qui sont plus, on va dire, islamo-gauchistes, et bien sûr cette récompense qui était faite donc à Oussam Abou Safia par le maire de Lyon. Donc c'était le but de ma recherche. Alors ainsi, ce sera quoi pour vous ? Est-ce que vous pensez qu'on peut espérer une marche arrière de la part du maire de la ville de Lyon ? Bon, pas forcément. Vous savez, j'ai déjà écrit un tweet il y a quelques semaines en arrière, justement, à la base, on va dire, de plusieurs dépêches donc qui provenaient de Gaza, qui donc qualifiaient cette personne de colonel. Il y a eu une grosse pression sur les réseaux sociaux, mais le maire a continué donc on va dire, n'a pas fait marche arrière. Là, j'espère peut-être avec cette photo que ça va changer les choses, mais on s'approche, on va dire, des élections dans quelques semaines en France, et je pense que ce genre de personnes, surtout qui sont à l'extrême gauche, sont assez, on va dire, une démarche un peu radicale, et ils iront jusqu'au bout. Donc je pense pas, je me fais pas d'illusions. Donc ça paye électoralement, vous dites, pour certains à gauche en France. Merci. C'est possible. Merci beaucoup à vous, Vincent Cheba, donc d'avoir partagé les résultats de vos recherches avec nous ce soir. On va passer au parti pris de cette édition.
après, on va se replonger dans l'ambiance des manifestations en faveur, souvenez-vous, de la libération des otages. Cela a duré 2 ans. Bonsoir Daniel Haïk, notre analyste, vous êtes avec nous. Alors, on sait que la semaine dernière, Gal Hirsh, le coordinateur israélien pour les otages et disparus, affirmait que les manifestations en faveur des otages avaient aidé le Hamas à provoquer beaucoup d'émoi, notamment de la part des organisateurs des manifestations, et puis aussi certains ex-otages, dont Or-Lévi. La question est simple, parti pris, est-ce que les manifestations ont fait le jeu ou pas du Hamas ? C'est apparemment ce que dit le Hamas d'une certaine manière. Dans le fameux document qui a été rendu public en septembre 2024 par le journal allemand Bild, eh bien, le Hamas qui dévoile sur la base d'un document qui a été retrouvé apparemment dans un des ordinateurs de Yahya Sinwar, eh bien, affirme que justement, eh bien, il pousse, il mène une guerre psychologique contre les familles des otages et il espère que les otages, cette guerre favorisera d'une certaine manière, poussera le gouvernement à céder. Et donc, quelque part, il y a là une sorte de reconnaissance du fait que, quelque part, les manifestations, et c'est un peu ce qui était dans le document publié par le Bild, les manifestations ont facilité, on va dire, ont aidé le Hamas à durcir ses positions et ont, quelque part, retardé la libération. Alors ça, c'est d'une certaine manière ce que l'on dit. Ce qui est clair, c'est que le dossier des otages a été politisé. Ces déclarations de Gal Hirsh et les réactions d'anciens otages qui sont relativement hostiles à Gal Hirsh, qui l'accusent de ne pas avoir agi de manière suffisamment efficace pour permettre leur libération. Ce sont les ex-otages et leurs familles qui disent ça de Gal Hirsh. Eh bien, c'est les résultats collatéraux de la politisation du dossier des otages. Parce que ce dossier, il a été, aujourd'hui, on peut le dire, tous les otages sont à la maison, on peut le dire, ce dossier, il a été récupéré d'emblée par ceux qui étaient les responsables de la protestation contre la réforme judiciaire. Très rapidement, ils ont changé leur fusil d'épaule et ils se sont mobilisés autour des familles d'otages. C'était un terrain relativement conquis puisque la plupart des familles étaient proches de la gauche israélienne et donc il n'était pas difficile pour eux de critiquer Benyamin Netanyahu. Et on peut dire que quelque part, les organisateurs, des gens comme Ronen Sour ou d'autres, eh bien, ont appuyé jusqu'au bout les critiques contre Benyamin Netanyahu, ce qui fait que Benyamin Netanyahu est devenu, on va dire, le responsable de tout, alors que c'est presque plus que le Hamas. C'est-à-dire qu'on disculpait le Hamas et on rendait Benyamin Netanyahu et Gal Hirsh responsables des retards accusés par les négociations. Or, ce qui est clair et qu'il faut préciser, il y a une commission qui a été réunie, la commission Shamgar, qui affirmait qu'il n'était pas possible qu'il y ait des contacts entre Benyamin Netanyahu, entre le Premier ministre et les familles d'otages, parce que cela portait atteinte à la sécurité de l'État d'Israël. C'est la problématique, c'est une problématique dont on n'a pas tenu compte malheureusement au sein du forum des otages, et c'est le résultat de cette situation que l'on voit aujourd'hui se répercuter dans ce débat entre Gal Hirsh et certains des ex-otages. C'est vrai que c'est allé assez loin et très politisé malheureusement. Merci beaucoup Daniel Haïk pour ce parti pris. Alors il faut savoir en parlant de politique que la réunion hebdomadaire du gouvernement s'est déplacée ce matin, comme c'est le cas ponctuellement, vous le savez, de Jérusalem vers une région de la périphérie et en l'occurrence cette fois les confins nord de la Galilée et la ville de Kiryat Shmona, tout près de la frontière avec le Liban, une ville qui peine à retrouver sa population et son activité d'avant octobre 2023. Cible des frappes du Hezbollah durant de longs mois, elle est passée de 25 000 à 2 000 habitants fin 2024. Aujourd'hui, quelques 8 000 résidents manquent encore à l'appel et le gouvernement a validé donc tout à l'heure un plan de réhabilitation pour la région. Écoutez. Kiryat Shmona est le pilier de la pointe nord de la Galilée. Nous présentons un plan immédiat pour la réhabilitation, le développement et la croissance de Kiryat Shmona, Shlomi et Metula. Cela se reflètera dans la distribution de subventions aux entreprises et aux habitants, ainsi que dans l'allocation de ressources accrues pour le logement, l'industrie, la médecine, les transports et le milieu universitaire, et ce n'est que la première étape. Le gouvernement s'engage non seulement à développer le Nord, mais aussi à garantir la sécurité des habitants. Il n'y aura ni retenue ni indulgence, nous agissons contre chaque menace en temps réel et de manière continue, et nous continuerons à le faire. On va en profiter ce soir pour évaluer la situation et les perspectives concernant ce front nord.
14 mois de cessez-le-feu officiellement entre Israël et le Hezbollah, et pourtant une tension toujours bien perceptible qui se traduit par les efforts de la milice pro-Iran en vue de se réarmer et par le travail quasi quotidien en face de Tsahal pour entraver ces efforts. Alors quels sont les fruits de ces opérations israéliennes essentiellement aériennes? Avec nous pour les 3 questions du jour, le major à la retraite Shadi Khaloul. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes expert du Hezbollah et ancien officier de Tsahal dans les zones de sécurité justement du sud Liban. Vous êtes également fondateur et président du centre araméen Galilée. Alors, d'après les médias saoudiens, le Hezbollah disposerait de 250 routes entre le Liban et la Syrie pour son trafic d'armes. D'abord, que sait-on sur les stocks de missiles aujourd'hui de cette milice? Est-ce qu'il a pu les reconstituer à la faveur justement du cessez-le-feu avec l'aide de l'Iran, évidemment? Eh bien, selon les Saoudiens, ils parlent de 250. Nous savons toujours que le Hezbollah a beaucoup de routes par la mer aussi et par la zone syrienne, qui est la côte syrienne, avec une population alaouite qui était son allié par le passé. Et il y a encore beaucoup de personnes qui sont là-bas et ses membres. Ils ont beaucoup d'entrepôts d'armes et d'armes qui arrivent par la mer vers la zone du Liban et qui sont amenés au Hezbollah et aussi par voie continentale. Et la qualité des armes et surtout des armes anti-tanks, anti-navires et des missiles Katyusha et des missiles Grad de moyenne et longue portée. On parle moins des armements stratégiques, des missiles de longue portée. Mais le Hezbollah est en train de se reconstruire et se reconstruit chaque jour. Et ce que nous faisons par les bombardements par voie aérienne, nous réussissons de temps à autre à arrêter des envois, à liquider des entrepôts d'armes, mais ça ne suffit pas. Même nous avons entendu et lu qu'on parle de 17 entrepôts d'armes qui sont encore au sud du Litanie, qui devraient être officiellement désarmés. Bon, en tout cas, ça fait beaucoup. Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous entre le Hezbollah d'aujourd'hui et celui d'avant l'automne 2024, sous Nasrallah, en termes de moyens, en termes d'ambition, de détermination peut-être aussi? Les capacités sont toujours en place s'ils le souhaitent. La question est une question de volonté. Ce qui les empêche, c'est la motivation aujourd'hui pour agir n'est pas très élevée parce qu'ils sont quand même démoralisés, si vous voulez, mais ce sont des choses qui peuvent changer au fil du temps. Si par exemple, il y a un coup porté à l'Iran, représentant l'Iran, ils peuvent décider que si on porte atteinte à l'Iran qui est leur patron, eh bien, ils pourraient en fait par la suite décider qu'ils n'ont plus rien à perdre et qu'ils lancent une guerre de leur côté. Et en fin de compte, il est possible qu'ils réussissent à sauver la situation, pense-t-il. Ou bien ils peuvent décider de ne pas participer à cette guerre-là pour protéger leur population chiite. Il y a des dilemmes très difficiles pour le Hezbollah, ce qui crée une tension interne et des frictions internes très importantes entre les diverses factions. Cela affaiblit le Hezbollah et le Hezbollah est aujourd'hui le plus bas qui soit de son histoire. Ouais. En 2 mots pour conclure, du point de vue d'Israël, est-ce que vous pensez que cette stratégie des frappes ciblées, ponctuelles, c'est efficace et suffisant pour affaiblir le Hezbollah? Non, ça ne suffit pas. Si nous souhaitons vraiment avoir sur la frontière nord le calme pour les habitants et la paix, ça ne suffit pas. Et ce n'est que simplement donner de l'aspirine pour laisser les choses en l'état pour que le Hezbollah ne se remette pas. Mais si nous voulons vraiment ne plus être menacés par le nord, le Hezbollah doit arrêter d'exister comme organisation militaire. Pour ce faire, il faut davantage de pression militaire et que les Libanais prennent les choses en main et œuvrent vraiment pour désarmer le Hezbollah au nord du Litanie et dans la vallée du Liban, où ils ont des entrepôts d'armes énormes dont il va falloir s'occuper. Effectivement, ça reste donc le défi. Merci beaucoup à vous, Major Shadi Khaloul, d'avoir répondu en direct aux 3 questions. On attache les ceintures, l'actualité toujours plus vite. Voici l'info chrono.
Le thème était au cœur de notre dossier de la semaine dernière. C'est pour dénoncer la violence au sein de la société arabe israélienne que près de 40 000 personnes se sont rassemblées hier soir à Tel Aviv, place Habima. Mobilisation mixte, juifs et arabes côte à côte. Quelques heures auparavant, Omar Al-Shamali, 25 ans, avait été tué par balle lors d'un conflit entre familles. 2 autres personnes avaient été blessées. 27e meurtre depuis le 1er janvier. Le suspect est toujours en fuite. Les manifestants ont réclamé davantage d'action de la part des autorités. Négocier avec un pistolet sur la tempe, Laura Dougou, émissaire des États-Unis pour le Venezuela, est arrivée hier à Caracas. Les 2 pays tentent de renouer pas à pas leurs relations rompues en 2019. La visite a pour but de définir la feuille de route des intérêts bilatéraux, une étape cruciale dans la foulée de la capture spectaculaire le mois dernier du président vénézuélien Nicolás Maduro et de son transfert à New York en vue de son jugement pour narcoterrorisme présumé. Vendredi, le Trésor américain avait annoncé un assouplissement de l'embargo imposé il y a 7 ans au pétrole du Venezuela. Enfin, on continue à suivre les loopings de la compagnie aérienne KLM. 3e volte-face en une semaine pour l'exploitant aérien hollandais qui annonce finalement la reprise de ses vols vers Israël dès demain, lundi. KLM qui dit avoir effectué une nouvelle évaluation de la situation sécuritaire actuelle et des possibilités opérationnelles. Une nouvelle illustration de l'hésitation des compagnies européennes face aux menaces iraniennes. Notre nouveau dossier de la semaine, et cette fois on va s'écarter un peu du prisme États-Unis, Iran, Israël. Et si le facteur X du Moyen-Orient, c'était la Russie ? Ni hégémon, ni outsider, mais acteur pivot, opportuniste et souvent sous-estimé. Si la Russie n'est plus la puissance structurante du Moyen-Orient, elle reste un facteur d'équilibre capable de peser à faible coût, là où d'autres se sont souvent enlisés. On va décomposer ce dossier de l'héritage soviétique aux ambiguïtés de l'axe Moscou-Téhéran. Premier volet donc ce soir pour nous rappeler les racines de cette relation. C'est signé Mathieu Winding. Bien avant la guerre froide, la Russie regarde déjà vers le Moyen-Orient. Dès le XVIIIe siècle, l'empire tsariste s'étend au sud aux dépens des empires ottomans et perses. Au fil des guerres russo-ottomanes et russo-persanes, Moscou conquiert le Caucase, la Géorgie, il s'impose comme puissance riveraine de la mer Noire. Avec les traités de Koutchouk-Karnadji, de Jassy, de Turkmenchai, la Russie obtient un droit inédit, celui de se poser en protectrice des chrétiens orthodoxes de l'empire ottoman. Au XIXe siècle, la Russie s'installe même en Terre Sainte. À Jérusalem, elle bâtit églises, hôpitaux et quartiers entiers pour rivaliser avec les puissances européennes et en créer une présence à la fois religieuse et stratégique. Derrière ces initiatives, un objectif constant, accéder aux mers chaudes, contrôler les détroits et peser dans la grande question d'Orient qui oppose les empires européens jusqu'en 1917. Pendant des décennies, le Moyen-Orient est l'un des théâtres majeurs de la guerre froide. Sur cet échiquier brûlant, l'Union soviétique n'est pas un figurant, elle se veut puissance centrale. Dans les années 50 et 60, Moscou soutient les régimes arabes dits progressistes, l'Égypte de Nasser, la Syrie bassiste, l'Irak, le Yémen du Sud. Objectif, chasser l'influence occidentale, contenir les États-Unis et gagner des alliés stratégiques face à Israël. Le soutien est massif, armes, formations militaires, renseignements, diplomatie, mais il repose sur une illusion, celle d'un monde arabe durablement aligné sur Moscou. Le choc arrive au début des années 70, l'Égypte, pilier de la stratégie soviétique, change de camp. Anwar el-Sadat expulse les conseillers soviétiques puis signe la paix avec Israël sous parrainage américain. C'est le début du déclassement soviétique au Moyen-Orient. Quand l'URSS disparaît en 1991, beaucoup pensent que Moscou quitte définitivement la région. En réalité, la Russie hérite d'un réseau affaibli, mais aussi d'une mémoire stratégique. Le Moyen-Orient reste un espace où l'on peut exister à moindre coût et à fort impact symbolique. La Fédération de Russie n'a plus les moyens de l'Union soviétique, mais elle conserve une obsession, ne plus jamais être absente d'un Moyen-Orient redessiné sans elle. Ce réflexe né à l'époque soviétique structure aujourd'hui encore la politique russe dans la région. Et on s'arrête sur l'un des premiers événements pivots ayant façonné ce rapport complexe de la Russie avec le Moyen-Orient. Anecdote avec vous, Mathieu Winding. Bonsoir Mathieu, bonsoir, merci David. Pour ce dossier. Nous sommes en 1956. Alors Moscou saisit une occasion de supplanter son grand rival Washington dans la région. Ça se passe dans le canal de Suez. Exactement David, il s'agit du projet pharaonique du général Nasser. Construire le haut barrage d'Assouan, c'est un projet de modernisation et de souveraineté économique et de contrôle du Nil. Au départ, Washington et Londres sont prêts à financer le projet, mais Nasser refuse le pacte de Bagdad. C'est une alliance menée par les Britanniques. Il faut savoir que le raïs égyptien s'affiche également non aligné. Il se rapproche du bloc de l'Est. Il reconnaît la Chine populaire, et par conséquent, les États-Unis se retirent. Et quelques mois plus tard, à l'occasion de la crise de Suez, la France, le Royaume-Uni et Israël interviennent militairement suite à la nationalisation du canal de Suez. Et c'est là que l'Union soviétique rentre en jeu.
l'URSS menace et par conséquent obtient les bonnes grâces du Caire, ce qui a pour conséquence que l'URSS finance le haut barrage d'Assouan et les deux pays deviennent sur le papier de grands amis. Le barrage devient un symbole de modernité et de l'amitié soviéto-égyptienne. Dans les années 60, l'Égypte est la principale tête de pont pour Moscou. Les soviétiques envoient des armes, des conseillers militaires et une forte aide économique. Mais cet alignement n'est pas irréversible. Après la mort de Sadat, la défaite de 67, la crise économique, la guerre de Kippour, le président Sadat change de cap, il se tourne vers les États-Unis, expulse les conseillers soviétiques, signe la paix avec Israël. Tout cela grâce, entre autres, au travail d'Henry Kissinger. Mais donc voilà, Assouan raconte une vérité du Moyen-Orient. La Russie, qu'elle soit soviétique ou fédérale, peut bâtir de grandes alliances, mais elle reste toujours dépendante des intérêts changeants de ses partenaires. Ouais, parfois un petit peu le deuxième choix, c'est ce qu'on verra dans la suite de la semaine avec également ce virage des accords de Camp David de 1979. Merci beaucoup Mathieu Winding. Avec nous ce soir également Ariel Cohen, un expert. Bonsoir et merci à vous en direct de Washington. Vous êtes chercheur associé au Centre Eurasie du Conseil Atlantique et vous êtes fondateur de International Market Analysis Ltd. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer pourquoi le Moyen-Orient était central dans la stratégie globale, on va dire, des soviétiques dans le cadre de la guerre froide? OK. Are we live? Eh bien, okay. Voilà, c'est du direct. Oui, nous sommes donc en direct. Oui, l'URSS était engagée dans sa compétition stratégique, d'abord avec l'Empire britannique et ensuite avec les États-Unis. Donc il faut regarder le Proche-Orient comme un lieu de compétition entre l'Union soviétique et les communistes et le monde occidental capitaliste représenté par l'Empire britannique jusqu'à 1945 et ensuite par les États-Unis. Et de ce point de vue-là, Staline, d'abord, pensait de manière incorrecte que les leaders socialistes d'Israël en 1948 se mettraient aux côtés de l'URSS, mais au moment où Ben Gurion a pris sa décision historique d'aller vers les États-Unis et de faire partie de l'Occident, Staline s'est retourné de manière tout à fait vicieuse et a emprisonné et a exécuté des centaines, voire des milliers de personnalités juives de la culture et de la littérature de l'URSS. Entre 48 et 53, il y avait même des rumeurs d'arrestation et d'exil de tous les juifs vers la Sibérie. Ensuite, après la mort de Staline, Nikita Khrouchtchev, le leader suivant, s'est tourné vers le monde arabe. D'abord, il s'est tourné vers Gamal Abdel Nasser et l'URSS est un fournisseur essentiel d'armement en 56, en 67 et jusqu'à 72, avant la guerre de Yom Kippour, les soviétiques déversent des milliards d'armements au Proche-Orient en concurrence des États-Unis et ils ont échoué à chaque fois. Israël a vaincu l'Égypte en 56 avec la Grande-Bretagne et la France. Ensuite, en 67, la guerre spectaculaire de 6 jours et en 73, Israël a défait et a vaincu l'Égypte et la Syrie. Et de manière claire, Sadat a compris, Anwar al-Sadat, qui est devenu le président égyptien, a compris que la voie était vers Jérusalem et pour récupérer le Sinaï égyptien, que ça passerait par les Américains. Kissinger a joué les agents entre eux et ça a été un échec terrible pour les Soviétiques. En 1982, les satellites de l'URSS, la Syrie a été vaincue par Israël, par la force aérienne israélienne. Ils ont perdu toute leur flotte en une demi-journée. Plus d'un tiers de leur force aérienne a été détruite. Les missiles de la vallée de la Beka ont été détruits en quelques heures. Bref, Israël a prouvé encore et encore combien son armée était puissante et les soviétiques ont été vaincus et défaits encore une fois et encore une fois. Effectivement, camouflé donc pour l'URSS. On y reviendra tout au long de cette semaine également de l'impact de ce tournant. Merci beaucoup à vous, Ariel Cohen, en direct de Washington, donc pour cet éclairage qui plante un petit peu donc le décor historique pour ce dossier de la semaine. On continue et ce soir, encore beaucoup de choses à dire malheureusement au chapitre antisémitisme.
On va commencer par cet énième acte de haine anti-juive, direction la France et la capitale. Bonsoir Anna Papiashvili depuis nos studios parisiens. Alors Anna, c'est une école primaire Chabad vandalisée. Cela s'est déroulé dans le 20e arrondissement. Racontez-nous. Bonsoir, oui, les investigations se poursuivent pour tenter d'identifier les responsables. Ce samedi 31 janvier, aux alentours de 21h heure locale, plusieurs individus s'en prennent à la façade de l'école primaire juive Beth Lubavitch Beth Hana du 20e arrondissement de la capitale française, qui est donc victime de plusieurs dégradations, selon une source policière au Figaro, confirmée par le parquet de Paris. Une même source aussi a confirmé à valeur actuelle. 3 vitres de l'école ont été brisées. Une caméra de vidéosurveillance a été arrachée, a précisé le parquet de Paris. Mais les malfaiteurs ont commis un acte bien plus grave, puisque dans un jardin à proximité, les forces de l'ordre ont retrouvé une plaque appartenant à l'établissement démontrant que c'est une école juive. Voilà ce que note aussi cette source policière. Alors, les individus ne seraient pas des cambrioleurs, selon des sources concordantes. Ils n'auraient même pas pénétré à l'intérieur de l'école. Dans ce contexte, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour des faits de dégradation aggravés par 2 circonstances, une en Réunion et une autre en raison de la religion. Et celle-ci a été confiée au service de l'accueil et d'investigation de proximité du 20e arrondissement, afin donc d'identifier les mises en cause. Pour le moment, on a tenté de contacter l'établissement en question qui n'a pas répondu à nos sollicitations. Alors, il faut le dire, mi-novembre, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait assuré les institutions juives de son engagement total en matière de sécurité et de lutte contre l'antisémitisme, alors que 60% des actes antireligieux sont des actes antisémites. Le ministre avait promis d'être intraitable sur la protection de la communauté juive. À suivre, merci beaucoup Anna Papiashvili depuis nos studios parisiens ce soir. Et cette affaire également qui déchaîne en ce moment les passions, les propos de l'avocat Arnaud Klarsfeld sur les rafles contre les OQTF. Après des salles de tweets à son encontre qu'il estime abjectes, il contre-attaque et porte plainte pour incitation à la haine. On a ce soir le plaisir de recevoir celui qui va le défendre, Maître Olivier Pardo. Bonsoir. Bonsoir, et merci à vous, avocat, ancien magistrat. On va d'abord tenter avec vous de bien comprendre d'où est partie toute cette affaire, cet incendie médiatique, on peut le dire aujourd'hui. En réalité, Arnaud Klarsfeld, qui connaît parfaitement la politique et le droit américain, puisqu'il est diplômé de l'Université de New York, de l'Université de Los Angeles, fait une analyse sur une chaîne qui est CNews, fait une analyse de la situation et pose des hypothèses, notamment celle des arrestations de masse, des rafles, des OQTF, et dit tout de suite qu'elles vont poser des problèmes d'efficacité et d'injustice. Il ajoute immédiatement que l'inaction aussi est de nature à faire nombre de problèmes dans la situation que connaît la France avec des OQTF. Tout part du viol par un OQTF présumé d'une dame de 90 ans. C'est ça le point. Et donc, il y a une réflexion pour savoir comment l'ensemble de ces OQTF qui commettent des délits et des crimes particulièrement graves peuvent être contrés, peuvent être ramenés dans leur pays. Alors, immédiatement après, parce qu'il a utilisé le terme rafle, qu'il avait déjà utilisé avant pour dire que justement c'était quelque chose qui était problématique et qui était difficile, il y a une vague qui va être portée par monsieur Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, qui va faire un signalement au procureur de la République. Il ne retient pas du tout l'analyse et la contextualisation que fait Arnaud Klarsfeld, mais il dit le mot rafle, Arnaud Klarsfeld, le mot rafle. Alors David Neumann, il ne faut pas s'y tromper. Si on attaque Arnaud Klarsfeld là-dessus, c'est parce qu'il appartient sans doute à la plus illustre famille juive française, celle de Serge et Beat Klarsfeld, et que lui-même est un combattant antiraciste contre l'antisémitisme et aussi un soutien extrêmement fort d'Israël, et qui devient une cible. Et cette cible va avoir pour conséquence que toute la gauche et l'extrême gauche va s'en prendre à lui, et que nous allons avoir des multitudes de tweets d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. J'en ai quelques-uns, je n'ose les lire à votre antenne tellement ils sont violents et abjects, qui systématiquement rappellent la lutte contre les nazis de la famille Klarsfeld, comme s'il y avait une inversion.
Ouais. Alors c'est ça, en espérant, donc j'imagine de votre côté, que la justice va intégrer justement ce contexte. On a entendu aussi justement Jean-Luc Mélenchon qui est venu mettre du sien ce week-end. Il a dit que dire qu'il faut organiser en France des rafles, comment M. Klarsfeld, conseiller d'État, a-t-il pu tomber si bas? Ça vous inspire quoi? Est-ce qu'on est justement dans l'instrumentalisation? M. Mélenchon ferait bien de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. D'abord parce que quand il parle de conseiller d'État, il ne faudrait pas oublier que l'un de ses amis conseillers d'État était avec lui pour lutter contre une perquisition qui se faisait en brandissant la carte de conseiller d'État, ce que le rôle d'Arnaud Klarsfeld comme conseiller d'État n'a jamais été pour lui quelque chose qu'il affiche, jamais. Et donc, vous voyez, ça c'est le premier point. Monsieur Mélenchon, qui il y a quelques jours n'avait rien trouvé de mieux que le drame du 7 octobre, pour lui, ce n'était qu'un problème parce que ça l'avait empêché de vendre son livre. Vous voyez où on en est. Et surtout, c'est une volonté extrêmement forte d'accaparement de la Shoah par l'extrême gauche pour faire une sorte de similitude avec la situation des OQTF, comme si envoyer, c'est ce que dit Arnaud Klarsfeld très justement, comme si renvoyer un OQTF délinquant, violeur et particulièrement violeur de vieilles dames dans son propre pays par une police républicaine était la même que de prendre des enfants juifs et de les envoyer au four crématoire d'Auschwitz. Vous voyez cette inversion. C'est pour ça que c'est abject et que je suis extraordinairement fier de défendre Arnaud Klarsfeld. Et au-delà de marquer ce refus qu'on banalise, qu'on assimile et au fond qu'on nie la Shoah en la mettant à toutes les sauces. Ouais, en tout cas, c'est l'espoir d'un résultat positif pour vous. Donc cette plainte qui est déposée d'ores et déjà. Oui, on est en train de déposer plusieurs plaintes parce qu'il y a tellement de tweets qu'on ne les prend pas tous. Ouais. Parce que sinon, on occuperait la justice française, mais on prend les plus abjects, en tout cas, ceux qui font cela. Et je donne un avertissement à tous ceux qui s'amuseraient à continuer à attaquer Arnaud Klarsfeld, parce qu'à ce moment-là, ils nous trouveront sur leur route. Donc, à prendre avec le plus grand sérieux, effectivement. Merci beaucoup, Maître Olivier Pardo, d'être venu beaucoup, David sur notre plateau ce soir. Détour de l'autre côté de la Manche, rapidement, avec ce choix inquiétant, on le disait en titre, de la prestigieuse Encyclopædia Britannica. Elle efface Israël des leçons d'histoire pour les enfants. En lieu et place, on trouve le terme Palestine. On parle d'une référence mondiale de fiabilité académique. À Londres, la correspondance de Laura Calmu. Oui, alors même si Encyclopædia Britannica est un éditeur américain, la polémique prend ici une dimension très britannique. Alors tout est parti d'un groupe d'avocats britanniques qui s'appelle UK Lawyers for Israel, qui accuse l'éditeur d'avoir effacé Israël de certains contenus éducatifs pour enfants publiés sur le site Britannica Kids. Alors en cause, il y a des cartes et des définitions qui présentent la région entre le Jourdain et la Méditerranée comme la Palestine, sans mention claire de l'État d'Israël. Selon ce groupe d'avocats, ces choix éditoriaux feraient écho au slogan controversé « From the river to the sea » que l'on entend régulièrement dans les manifestations pro-palestiniennes. Alors le journal The Telegraph affirme avoir contacté l'éditeur et c'est d'ailleurs suite à cela que Encyclopædia Britannica a retiré la carte contestée, modifié ses textes en précisant que l'État d'Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza se trouvaient aujourd'hui dans cette région. Alors dans un communiqué, la direction de Britannica assure examiner ces critiques et a réaffirmé son engagement en faveur d'un contenu, je cite, neutre, précis et rigoureusement vérifié. Laura Calmu à Londres. Allez, pour finir notre page santé, comme chaque dimanche, on va continuer de passer en revue certains des principaux risques auxquels nous pouvons être exposés. Gros plan ce soir sur l'hypertension artérielle. Le docteur Joseph Drienne nous a rejoint. Bonsoir. Merci, bonsoir. Docteur, consultant médical Act 24 nous aborde. Bien définir le mal. L'hypertension, c'est quoi? D'ailleurs, on l'appelle aussi HTA. HTA. L'hypertension, d'abord une définition. C'est l'élévation anormale de la pression du sang dans les artères. Elle s'exprime par deux chiffres. La valeur haute qui correspond à la contraction du cœur, c'est la systole. La valeur basse qui est la relaxation du cœur, c'est la diastole. Et les chiffres normaux, communément admis, c'est 130 pour la hauteur maximale et 80 pour la diastole. C'est une infection très fréquente. 20% de la population est atteinte. Le plus souvent, silencieux. Donc la découverte doit se faire par hasard. Et les traitements est indispensable parce que non traités, cela entraîne d'importants facteurs de risque cardiovasculaire, les insuffisances cardiaques, les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. Alors, quelles sont les causes et puis les symptômes?
Écoutez, d'abord les facteurs de l'hypertension artérielle. D'abord, bien sûr, la prédisposition héréditaire, il y a des familles d'hypertendus, l'excès de poids, la consommation excessive d'alcool et de sel, le tabagisme et la sédentarité. Quels sont les symptômes de l'hypertension artérielle? Les maux de tête, des céphalées, des vertiges, des bourdonnements d'oreilles, des acouphènes, des troubles de la vision, des saignements du nez parfois. Mais, et j'insiste là-dessus, le plus souvent, aucun signe avant-coureur. D'où l'importance quand même du dépistage et de la surveillance. Effectivement. Alors aujourd'hui, quels sont les principaux traitements à Écoutez, retenir, les traitements avec S, parce qu'il y en a plusieurs. D'abord, les traitements avec S, ils sont pluriels. Premièrement, les mesures hygiéno-diététiques. Alors, perdre du poids, limiter la consommation de sel et d'alcool, arrêter de fumer, c'est évident, et puis lutter contre la sédentarité, c'est-à-dire faire du sport, marcher. Les traitements médicamenteux sont importants, mais auparavant, votre médecin va vous prescrire un bilan biologique à la recherche de pathologies associées et un bilan cardiovasculaire. Et ensuite, un traitement adapté vous sera donné. Nous disposons d'un grand choix de médicaments. Il y a 5 familles, je vais vous les citer. Les diurétiques thiazédiques, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs ARA2. Ce sont juste pour mémoire les 5 noms. En conclusion, et si vous permettez, l'hypertension artérielle est la maladie la plus importante actuellement dans le monde. Je dis 20%. On pense qu'un adulte sur 3 en est touché. En France, vous avez 15 millions de personnes touchées et 2 millions en Israël. Donc il faut être très prudent. Le message est passé. Très prudent. Et compte tenu de ces dangers,